Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 25 novembre 2025 et notre cher ami John Helmer est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Mevedimavanks down in you. Edith Singh Tool. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Et John, laissez-moi commencer par ce qui a été rapporté sur CNN. Barack Ravid, le journaliste d'Axios, parlait de la réunion. Nous avions le document de 28 points, le plan de paix, du président des États-Unis. Ensuite, il y a eu une réunion à Genève entre le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, les Européens et Zelensky avec la délégation ukrainienne. Voici ce que Barack Ravid est porté à propos de cette réunion. Que se passe-t-il alors? Eh bien, je pense que le président Zelensky a très bien compris à quel point les enjeux sont élevés. C'est pourquoi il n'a pas écarté le plan Trump. Il n'a pas dit non. Il a dit « Je suis prêt à négocier sur la base de ce plan de paix américain ». Je pense qu'il va continuer dans cette voie. Et à mon avis, ce qu'il va faire ressemble beaucoup à ce qu'a dit l'ancien premier ministre israélien Levi Eshkol dans les années 1960. Je fais des compromis. Et encore, et je pense que c'est ce que le président Zelensky essaye de faire en ce moment. Juste un mot de plus sur la garantie de sécurité. Autant que je sache, et j'ai vu le projet initial de garantie de sécurité que les États-Unis ont donné à l'Ukraine, je pense qu'il s'agit de la garantie de sécurité la plus importante que le président Trump ait accepté d'accorder à un pays, en particulier à l'Ukraine. C'était la base des négociations. Depuis, la garantie de sécurité s'est renforcée et elle est conçue, c'est pas une garantie de type article 5, c'est certain, mais elle s'en rapproche beaucoup. Et c'est significatif. John, avant d'en venir à vos commentaires, voici ce que Lavrov a dit à propos du plan. Débat. Les principales propositions du plan Trump reposent sur l'accord conclu à Anchorage lors du sommet russo-américain tenu en août. Ces principes se reflètent généralement dans le plan que nous avons accueilli favorablement, comme l'a déclaré le président Poutine. Car après Anchorage, il y a eu une longue pause, et cette pause a maintenant pris fin avec la présentation de ce document. Nous n'avons pas encore reçu officiellement le document, même si nous l'avons obtenu par des canaux informels. Bien sûr, certains passages nécessitent des clarifications, et nous n'avons pas encore reçu la version définitive des États-Unis, ni celle dont les médias font état. Ceux qui pratiquent ce genre de diplomatie du mégaphone ont clairement leurs propres objectifs. Il y a également eu quelques commentaires de Macron et d'autres, et ces déclarations sont inacceptables. De termes selon lesquels il s'agissait d'une capitulation pour l'Ukraine. Ce qui importe, c'est de savoir si l'Ukraine est disposée à s'engager dans un tel accord. Jusqu'à la conclusion de l'accord final, les conditions restent confidentielles. Ceux qui tentent d'analyser les documents ayant fait l'objet de fuites, délibérément pour susciter le battage médiatique, cherchent à saper les efforts de Donald Trump. Ils essayent de déformer le plan pour l'adapter à leur version. Vas-y, John. Quelle est ton opinion sur ce qui se passe? Eh bien, c'est une très bonne question. Je dois expliquer à notre public que j'utilise une caméra et un appareil pendant mes déplacements qui ne me permettent pas de regarder directement la caméra, les preuves, ni vous, ni le public. Donc pardonnez-moi si je semble regarder vers la droite alors que tout ce qui se passe ici est en réalité à gauche. Avant toute chose,
Nous n'avons pas besoin d'un Israélien citant des responsables israéliens pour nous conseiller sur ce qui se passe. Aucun Israélien n'a la compétence ni la base d'information nécessaire pour nous dire ce qui se passe dans cette guerre. Alors, oublions ce que M. Barak David a dit dans Axios. Barak David said in Axios. Second, what's happening here is very different on the Deuxièmement, ce qui se passe ici est très différent du côté russe, du côté ukrainien et du côté américain. Entre ce qui est publié et ce qui ne l'est pas, essayons de démêler tout cela. Tout d'abord, nous avons une série de réunions au cours desquelles les États-Unis tentent de dissimuler leur retraite face à une défaite inévitable dans la guerre en Ukraine. C'est une situation perdant-perdant-perdant pour Trump. Comme nous l'avons déjà dit, Nima, Trump, psychologiquement, et les États-Unis, politiquement et stratégiquement, pensent qu'ils doivent toujours gagner. C'est une retraite. Les conditions de cette retraite sont ici très fortement camouflées. Toutes les parties veulent poursuivre la guerre, en mettant bien sûr la Russie de côté. Ce qui est en jeu ici, ce sont les conditions de la poursuite d'une guerre longue, tout en camouflant la pause censée arrêter, ou du moins marquer une pause dans la guerre courte. Il existe donc une différence entre les camps concernant les conditions d'une guerre courte. D'un autre côté, ce que nous avons, c'est un accord général entre le gouvernement des États-Unis, l'administration Trump, les alliés de l'OTAN, tous, et les Ukrainiens, qu'il s'agisse de l'état-major général ukrainien ou des responsables politiques à Kiev, sur les conditions de la poursuite de la guerre avec la Russie et sur la manière d'éviter une défaite militaire totale. Ils veulent préserver une sorte de pause dans une guerre courte, sans aller jusqu'à la capitulation totale, ni la fin complète d'une guerre courte selon les conditions russes. Ainsi, entre une pause de guerre courte et la poursuite d'une guerre longue, nous voyons de nombreuses tentatives d'accommodement. Cela dit, qu'avons-nous vraiment ici? Ce que nous avons, c'est l'élimination du général Kellogg en tant qu'intermédiaire entre une alliance européenne et ukrainienne, ainsi que leur soutien américain dans la transmission de leurs conditions à la Russie. Nous avons le remplacement, des remplacements d'importance, de figures clés. Le secrétaire à l'armée, Driscoll, un ami et camarade de promotion à Yale du vice-président Vance. Le général Randy George, chef d'état-major de l'armée. Le général Donahue, commandant des forces terrestres américaines en Europe et en Asie, ainsi que 2 ou 3 autres généraux. Je consulte simplement mes notes pour voir si je peux retrouver les noms. Ils sont apparus à Genève. On peut voir le général George à l'arrière-plan. Je ne suis pas sûr de reconnaître le général Donahue à la table. Il y a aussi, et c'est important de le noter, Jared Kushner. Kushner représente les intérêts financiers de la famille Trump. C'est important. Pour la première fois, 2 hommes d'affaires, Stephen Witkoff et Jared Kushner, représentent les points 13 et 14 du prétendu plan en 28 points élaborés par l'administration Trump. Ce sont les conditions selon lesquelles la Russie renoncerait à l'idée qu'elle avait perdu, s'était fait voler ou confisquer 300 milliards d'euros de réserves souveraines, permettant à 100 milliards d'être investis sous la direction de Kushner et Witkoff, avec un contrôle administratif et directionnel américain dans des investissements supposés en Ukraine. 50% de la rentabilité reviendrait au camp américain, c'est-à-dire à Kushner, Witkoff et à la famille Trump. Il s'agit d'une transformation très importante des réserves souveraines russes en profit personnel pour Trump. C'est plutôt unique. Nous avons également eu, enfin, pour parler sans avoir les notes du point 14 sous les yeux, la réorientation du solde des réserves souveraines, jusqu'ici présenté comme un vol des réserves et des avoirs russes, vers un fonds d'investissement conjoint américano-russe, essentiellement sous contrôle individuel des États-Unis et de la Russie.
c'est la privatisation des fonds souverains russes. C'est une forme de privatisation unique. On pourrait aussi appeler cela du vol, à la manière de l'Air Helsin. C'est une combinaison singulière, dans le cadre d'une pause dans le règlement d'une courte guerre. Et il y avait Kushner et Vitkov à la table pour négocier cela l'autre jour. Maintenant, ce que nous avons eu ces dernières heures, à Genève puis à Abu Dhabi, ce sont des tentatives de modifier ces conditions. Ce que nous comprenons, et nous sommes tous dans la même situation, c'est que vous pouvez lire la version du New York Times, celle de CBS ou celle de Fox News. Elles proviennent toutes de points de presse donnés par Driscoll lui-même, son porte-parole et d'autres membres de la délégation américaine qui ne mentionnent pas la délégation russe à Abu Dhabi. C'est important, car comme nous allons le voir dans un instant, il semble que la délégation russe à Abu Dhabi ne comprenait aucune personnalité importante du ministère russe des Affaires étrangères, connue du ministre Lavrov. Cela suggère que les interlocuteurs russes rencontrés à Abu Dhabi comprenaient Kirill Dmitriev et peut-être Vladimir Medinsky du Kremlin. Il s'agit d'un changement très significatif dans la manière dont la partie russe semble traiter avec Kushner, Vitkov, Rubio et d'autres. Nous apprenons par la presse que du côté ukrainien se trouvaient Yermak, Umerov et peut-être Boudanov. Nous ne connaissons aucune figure militaire du côté russe assise en face d'eux, dans une pièce ou une autre, autour d'une table ou d'une autre. Aucune figure militaire russe comparable. Ainsi, il semble que nous ayons une bande de financiers du côté américain, une autre du côté de Moscou, et aucun militaire. Personne ne représentant l'armée russe qui a combattu et accompli ce qu'elle a fait jusqu'à présent. C'est unique, et je tiens à le souligner pour tout le monde. Aucune représentation militaire, aucune représentation diplomatique. Ce qui en est ressorti apparemment, c'est un accord selon lequel aucune frontière ne sera fixée dans l'accord, aucune ligne définie. C'est incroyable. Aucune représentation militaire du côté russe pour négocier la manière dont les lignes seraient tracées le long des lignes de contact. Aucun avocat représentant la partie russe pour exposer les conditions russes. Des conditions qui, depuis le début de l'opération militaire spéciale, définissent ce qui constitue le territoire russe et ce qui a été conquis. Les 4 régions incorporées constitutionnellement et légalement à la Fédération de Russie, plus la Crimée. Personne ne représente encore la partie russe pour négocier cela à Abu Dhabi. Par conséquent, ce qui est discuté à Abu Dhabi est quelque chose de tout à fait différent. On nous a dit, et je consulte mes notes, qu'il n'y a plus de limite pour l'armée ukrainienne. Comme beaucoup de nos auditeurs le savent, Nima, tu as eu des collègues qui ont souligné que dans le premier accord d'Istanbul I, la partie russe avait proposé un plafond de 85 000 hommes pour l'armée ukrainienne. C'était en avril 2022. La partie ukrainienne, soutenue par les États-Unis, si je ne me trompe pas, visait un plafond de 250 000 hommes. Peut-être que je me trompe de quelques milliers. Et soudain, après 3 ans de destruction totale de l'armée ukrainienne, le chiffre est passé de 85 000 ou 220 000 en 2022 au début de l'opération militaire spéciale à 600 000. Ce week-end à Genève, il a grimpé à 800 000. Désormais, à Abu Dhabi, on nous dit que toutes les limites imposées à l'armée ukrainienne, qui auraient subsisté après l'armistice, la fin, la pause de la courte guerre, seraient levées. En d'autres termes, la pause qui permettrait à l'armée ukrainienne de se ressaisir après sa défaite massive face à l'armée russe. Or non. Personne ne se souvient d'un armistice dans lequel une armée victorieuse accepterait une pause pour un tel cessez-le-feu avec un rafraîchissement de ce genre. De plus, je consulte à nouveau mes notes. On nous dit
d'après toutes les sources qui fuient depuis Abu Dhabi, que la question de l'amnistie ne figure plus dans le soi-disant accord en 19 points, ou dans sa version abrégée, l'accord d'Abu Dhabi, appelons-le ainsi, Genève modifiée en Abu Dhabi. Il n'y a, voyons voir, aucun accord sur les frontières que nous avons mentionnées, aucun accord interdisant les forces de l'OTAN à l'intérieur de l'Ukraine. Il y a probablement bien d'autres mesures, mais que voyons-nous ici? Il est difficile de croire qu'une délégation russe quelconque, même M. Dmitriev, et certainement pas M. Medinsky, accepterait l'abandon fondamental des exigences principales de l'opération militaire spéciale. L'absence d'interdiction des troupes de l'OTAN en Ukraine signifie un renforcement de la plateforme de combat ukrainienne contre la Russie, qui a été vaincue et est en voie d'anéantissement total. Tout d'abord, l'absence de limites imposées à l'armée ukrainienne implique la reconstitution de cette armée dans la paix qui suivrait. D'un point de vue militaire, il n'a aucun sens de marquer une pause à ce stade, menant, comme le prévoit la partie russe, à la poursuite d'une longue guerre, alors que la partie russe cherche depuis plusieurs années une solution pour empêcher cette guerre prolongée de se poursuivre. Aucun accord, en aucune façon, ne limiterait la capacité de l'OTAN à renforcer et à reconstruire tout ce que l'armée russe a conquis. N'en ai-je pas déjà assez dit? Il est tout simplement incroyable que la presse anglo-américaine rapporte un accord russe à Abu Dhabi pour une telle reddition de tous les objectifs déjà atteints, ainsi que de tous ceux énoncés depuis que le ministère des Affaires étrangères a présenté, le 17 décembre 2021, la proposition d'assurance de sécurité mutuelle et de non-agression en Europe entre la Russie, les États-Unis et l'OTAN. Qui se rend ici? Pourquoi ne pas laisser cela sous forme de question? C'est une question rhétorique. Tous ceux qui écoutent ne comprennent-ils pas la réponse? Oui. John, voici ce qui a été rapporté dans le Global Times. Il parle d'un plan en 28 points après la réunion que Rubio a eue à Genève. Ils l'ont réduit à 19 points. Oui. Il semble que vous ayez mentionné les trois principales questions critiques. La limitation de la taille de l'armée, les concessions territoriales et l'adhésion à l'OTAN. Elles ont toutes été retirées des 28 points, si je ne me trompe pas. C'est bien cela? Correct. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Vous savez, c'est incroyable. Je ne comprends pas comment ils peuvent croire que la Russie accepterait d'une manière ou d'une autre de conclure un accord avec l'Occident ou avec l'administration Trump dans une telle situation, avec les conditions qu'ils imposent. Sur la photo, Nima, je peux te signaler que sur la photo, tout au fond, du côté gauche, du côté américain de la table, on peut voir un homme en uniforme militaire. C'est le général George, le chef d'état-major de l'armée américaine. À sa gauche, je crois qu'on peut voir le général Donohue. La figure militaire identifiée comme Donohue n'est peut-être pas lui, mais il porte un uniforme de couleur bleue, pas un uniforme régulier de l'armée américaine. À côté de lui se trouve Rubio. De l'autre côté de la table, nous avons les Ukrainiens, dirigés par Andrei Yermak. Les noms n'ont pas d'importance. La réponse à votre question réside dans le fait que les officiers militaires du côté américain de la table sont venus avec Driscoll, qui se trouve à la gauche de Rubio sur la photo, pour dire à la délégation ukrainienne de l'autre côté, « Vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Vous l'avez perdue, à moins de vous retirer maintenant. » En un sens, la réponse à votre question est que ce groupe de personnes représente les perdants de la guerre. Les hommes en uniforme militaire comprennent très bien qu'il n'y a rien, absolument rien, que les États-Unis puissent faire militairement à présent
pour empêcher la défaite de toutes les poches ukrainiennes le long du front, et rien qu'ils puissent faire pour sauver l'Ukraine des attaques aériennes qui lentement, mais sûrement, éliminent les sources d'énergie et la capacité à fournir chaleur et lumière dans l'ouest du pays pendant l'hiver. Ce sont les uniformes qui savent. Ce sont eux qui ont dit aux civils du côté ukrainien qu'il n'y avait rien que les États-Unis puissent faire militairement pour éviter une telle défaite. Alors, de quoi parlait-il à la table? Il parlait des conditions d'une pause qui empêcherait une défaite totale. Il disait au régime de Zelensky, soit vous signez des conditions que nous tenterons d'imposer aux Russes, soit vous mourrez. C'est ce que représente cette réunion. C'est ce que faisaient les uniformes, Rubio et les autres. Ils maquillaient leur défaite. Ils protégeaient Trump pour qu'il n'ait pas à accepter une défaite dans cette guerre. Un président qui veut seulement gagner, 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 et ne jamais perdre, perdre, perdre. Donc pour revenir à votre question, cela devient une question de savoir ce que la Russie, le camp russe, propose de faire ensuite. Et c'est un peu plus compliqué. Ce que nous pouvons déjà constater, c'est que le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, a insisté, comme il l'a fait la semaine dernière, et comme le porte-parole du ministère des Affaires étrangères l'a dit la semaine dernière, et comme certains de vos collègues du podcast l'ont déjà mentionné, ils n'ont pas vu la proposition. On ne peut pas négocier avec un mégaphone. Dmitri Peskov l'a dit au nom du président. Puis le président a convoqué la réunion du Conseil de sécurité vendredi soir dernier, le Politburo collectif, pourrait-on dire, ou l'organe de décision du côté russe. Et le président Poutine est cité dans le communiqué du Kremlin disant « Nous savons quelles étaient les propositions. Elles ont été communiquées par les canaux officiels. » Le président Poutine semble avoir contredit le ministère des Affaires étrangères sur ce point. Nous savons ce qu'elles étaient. Cependant, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères Lavrov dans l'extrait que vous venez de mentionner, il semble contredire les accords que nous pensions avoir conclus avec Trump à Anchorage. Maintenant, lorsque le sommet d'Anchorage a eu lieu, nous avons examiné en détail une réunion qui était censée durer 4 heures et demie, avec une conférence de presse de 45 minutes. En fait, nous savons maintenant, du côté américain et non du côté russe, que Trump s'est levé et a dit « Je rentre chez moi » à mi-parcours. Il a écourté toute la réunion à environ 2 heures et 15 minutes et la conférence de presse à 12 minutes. 12 de ces minutes ont été occupées, 8 par une déclaration écrite que le président Poutine a lue et 4 par une déclaration que le président Trump a également lue. Que peut-on apprendre ou que peut-on comprendre lorsque le ministre des Affaires étrangères Lavrov demande « Les accords ont-ils été conclus ?» Quelle que soit notre compréhension de ce qui s'est passé, la moitié du temps prévu a eu lieu au lieu de la totalité. Disons donc que la moitié des accords qu'il visait ont été atteints, pas l'ensemble complet. Cela signifie que l'autre moitié des accords reste, disons, sous-interprétée, ambiguë, difficile à comprendre rétrospectivement. Ainsi, la partie russe essaie de dire que bien que nous ne sachions pas encore officiellement ce que propose la partie américaine, en particulier le soi-disant plan en 28 points, notamment les points 13 et 14 que j'ai déjà mentionnés et qui concernent l'investissement de fonds, la partie russe affirme « Nous ne pouvons pas négocier officiellement sur la base de revendications et de documents non officiels qui n'ont pas été présentés comme un ensemble complet de propositions américaines approuvées par les Ukrainiens. » Bien qu'ils ne puissent pas le faire, il existe une faction. Il doit y avoir une faction. Les preuves montrent qu'une équipe de négociation russe se trouve à Abu Dhabi et travaille sur la base de ces 28 points.
Quant à savoir de qui il s'agit, comme je l'ai dit, cela reste spéculatif, et j'ai mentionné un ou deux noms. Ce que l'on peut également en déduire, c'est qu'il n'existe pas encore, du côté russe, de consensus sur les détails des conditions. Et ce que nous avons également suggéré, c'est qu'il ne peut pas encore y avoir de consensus russe, car les conditions que la partie américaine laisse filtrer contredisent ce consensus tel qu'énoncé par le président Poutine. Ainsi, ce que Lavrov entend par les accords avec Trump, les accords conclus avec Trump à Anchorage, correspond à ce que le président Poutine a dit à Trump, ce que Trump semblait comprendre et approuver. Ces accords sont contredits par presque toutes les conditions, appelons-les les conditions de Genève, plutôt que d'utiliser des repères numériques comme 28 points, 19 points et ainsi de suite. Gardons à l'esprit qu'il y a 31 points dans le document russe original de juin 2025 provenant d'Istanbul. Parlons-en, peut-être en les identifiant par des noms géographiques. Ce que nous pouvons dire, et j'espère que cela répond à votre question, c'est qu'il existe une division du travail, et on pourrait dire une division des points de vue, et donc un dissensus, non un consensus, du côté russe quant à ce que font les Américains pour organiser un accord entre alliés. Et s'ils sont allés jusqu'à ce qu'on nous a maintenant dit s'être produit à Abu Dhabi, il faut se demander, qui étaient les Russes présents là-bas, et leur présence suggère-t-elle qu'ils ont accepté cette extension? Et cette extension, compte tenu de tout ce que nous venons de dire, constitue-t-elle une contradiction fondamentale des conditions russes, des objectifs de l'opération militaire spéciale, et une contradiction fondamentale de ce qui s'est passé sur le terrain? John, ce que nous venons d'apprendre à l'instant de Peskov, c'est que la Russie n'a reçu aucune version mise à jour du plan ukrainien de Washington, celui qu'ils sont en train de préparer. Comment penses-tu que la situation évolue avec le temps? Car à mon avis, les Européens jouent un rôle crucial et important dans toute cette affaire. Et nous avons appris de sources russes, du service russe de renseignement extérieur, que la Grande-Bretagne a élaboré un plan au cas où elle voudrait saper la position de maintien de la paix de Trump pour son propre bénéfice. Que se passe-t-il dans l'esprit des Européens en ce moment et quel est le point essentiel qu'ils cherchent à défendre? Je crois que vous m'avez déjà posé cette excellente question, et les collègues de Dialogue Works ont des points de vue légèrement différents. Mais laissez-moi essayer de reformuler ce que, selon moi, montrent les preuves. Les faits indiquent que les régimes européens comprennent qu'ils ne peuvent pas non plus donner l'impression de perdre cette guerre. En revanche, leurs ressources pour la poursuivre sont limitées. Les Européens, en particulier l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, veulent continuer à mener une longue guerre contre la Russie et ont misé l'avenir de leur régime politique fragile sur sa poursuite. L'Allemagne se remilitarise, la Pologne se remilitarise, la France et le Royaume-Uni font de même, tout comme la Finlande et les autres le long du front d'Europe du Nord. Ils doivent poursuivre la guerre. Ils doivent éviter de la perdre de manière décisive. Ils n'ont pas les ressources pour cela, d'autant plus que l'administration Trump a imposé le principe selon lequel, quoi que fassent les Européens pour maintenir la guerre, ils doivent payer la facture des États-Unis. Ainsi, pour les États-Unis, continuer la guerre signifie d'abord ne pas perdre, et ensuite soutirer de l'argent aux Européens pour financer les armes nécessaires à la poursuite des combats sur le front ukrainien. Donc, ne pas perdre et continuer. Ce sont, disons, des objectifs légèrement contradictoires, mais ce sont bien ceux des puissances européennes, et on le voit dans toutes leurs actions.
Pour compenser le manque de ressources, les points 13 et 14 du soi-disant plan reflètent l'insistance européenne selon laquelle les 300 milliards de dollars de réserves souveraines volées à la Banque centrale de Russie au début de la guerre seront utilisés pour couvrir les coûts liés à l'effort de guerre, aux réparations, et ainsi de suite. Les Ukrainiens ont même un terme pour désigner ce qu'ils comptent faire après avoir saisi ces réserves souveraines. Et cela comble en partie le déficit permettant à l'Europe et aux États-Unis de poursuivre la guerre. Voilà ce qui se passe. Que peut-on dire de plus? Dans quelle mesure les électeurs européens, en particulier en Allemagne, toléreront-ils cette forme de poursuite d'une guerre courte devenue longue, au prix des contribuables européens, au prix de l'inflation de l'électricité, au prix de tout l'État-providence sacrifié au profit d'objectifs militaires? C'est aux électeurs européens de s'exprimer. Mais jusqu'à présent, ils ont été réprimés. Ils ne l'ont pas fait. Et tant qu'ils ne le feront pas, cette combinaison d'objectifs contradictoires avec la remilitarisation se poursuivra. Maintenant, l'argent parle aussi fort, sinon plus fort, que les votes. Et les marchés financiers ont ces derniers jours fait baisser les cours boursiers des entreprises de défense, les entreprises de défense cotées en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. Le marché pense qu'il y aura moins de guerre, ce qui signifie moins d'argent public consacré aux achats de l'État, donc moins d'argent des contribuables aux États-Unis et en Europe pour la poursuite de la guerre à travers les dépenses publiques dans les entreprises de défense. Moins de dépenses publiques signifie moins de recettes, moins de bénéfices, des cours boursiers et des plus-values en baisse, et moins de primes pour tout le monde. Les marchés financiers indiquent qu'ils ne croient pas que les conditions d'une paix permettraient une forme de prospérité durable fondée sur la guerre. Ainsi, les marchés financiers s'expriment actuellement plus fort que les électeurs européens, mais la nature contradictoire de la prise de décision européenne demeure. Ce n'est pas une coalition de cerveaux morts. Ce n'est pas une coalition d'erreurs stupides. C'est un calcul habile de la part d'individus politiquement faibles, combiné au fantasme américain selon lequel perdre, perdre, perdre peut être déguisé en gagner, gagner, gagner. John, qui a préparé le 28e plan de la part des États-Unis. Penses-tu que c'était Steve Witkoff avec d'autres, ou bien lui avec Kirill Dmitriev? Et qu'en savons-nous? Parce qu'hier, John, le point que j'essaie de souligner, c'est que je parlais avec Paul Craig Roberts, et il a dit que 600 000 c'est trop pour que la Russie l'accepte. Tu sais, comme tu l'as mentionné lors des pourparlers d'Istanbul en avril 2022, il parlait de 85 ou 65 000 soldats du côté ukrainien. Et maintenant, ce chiffre a augmenté de façon spectaculaire à 600 000. Et maintenant, les Européens ont proposé 800 000. Comme tu l'as mentionné, il semble que dans le nouveau plan après la réunion de Genève, la limitation ait été supprimée. Comment vois-tu cela? Eh bien, je me répéterai en disant que je suis d'accord avec mon collègue Paul Craig Roberts. Le chiffre représente celui de la victime, celui du vaincu. Et Paul Craig Roberts n'est pas le seul parmi nos collègues de DialogueWorks à avoir clairement indiqué que ce type de limite numérique est censé constituer une force de sécurité intérieure, une force de police destinée à assurer la sécurité interne, et non une capacité de guerre. Toutes les révisions de ces chiffres traduisent la poursuite de la guerre contre la Russie sur le champ de bataille ukrainien. Et il n'y a aucune raison pour que la partie russe accepte le chiffre initial, qui dépassait déjà ce qu'elle avait proposé, 85 000, si je ne me trompe pas, dans l'accord d'avril 2022.
Ceci figure dans l'annexe de l'accord, comme notre public peut le constater à partir de l'exemplaire du projet publié par le New York Times. Il ne s'agit pas seulement de 85 000, si je ne me trompe pas, numériquement, mais aussi de limites spéciales sur le nombre de chars, de limites spéciales sur le nombre de pièces d'artillerie à longue portée, et de limites spéciales sur les équipements de missiles et de roquettes à longue portée destinés à attaquer la Russie. Toutes les restrictions figurant dans cette annexe ont été conçues pour garantir que le territoire ukrainien ne continue pas d'être une plateforme de guerre pour attaquer la Russie. Ni la Russie dans les régions de Novorossiya, ni la Russie dans l'arrière-pays, ni la Crimée. C'est cela, le sens du chiffre. Avec ce nombre d'hommes viennent toutes les autres limites. Toute suggestion selon laquelle un accord de fin de guerre n'aurait absolument aucune limite et n'impliquerait aucun retrait des forces de l'OTAN, des états-majors, des planificateurs, des équipes de missiles partageant le renseignement, et ainsi de suite. Tout abandon de ces limites signifie la poursuite de la guerre. Par conséquent, ce n'est pas du tout un accord de paix. C'est essentiellement un cessez-le-feu sur place, permettant le renforcement. Et cela a été explicitement rejeté à maintes reprises par le président Poutine et par tous les représentants du côté russe, y compris le Politburo et le Conseil de sécurité. Cela ne fait pas partie des accords d'Anchorage, et cela était clair. Prenons simplement ce point. Lorsque Lavrov parle de la préservation des accords d'Anchorage, qui, soit dit en passant, selon deux vice-ministres des Affaires étrangères, Galouzin et Ryabkov, avaient été épuisés, ils l'ont dit il y a plus de 2 semaines, ce qui signifie qu'ils devaient être corrigés. Corriger signifie une révision de la manière publique d'en parler. Revenons donc à ce que signifie cet accord, car les chiffres que tu as mentionnés, Nima, symbolisent bien la compréhension de ce qui resterait après l'accord de paix, et non un cessez-le-feu en vigueur. Nous savons qu'il y avait ce degré de compréhension avec Trump parce que Trump l'a dit lui-même. Il a déclaré « Je n'insiste plus sur un cessez-le-feu en place ». Car de tels cessez-le-feu ne tiennent pas à moins d'être accompagnés d'un accord de paix global. L'un des rares propos empreints de bon sens, l'une des rares phrases complexes et non creuses que le président des États-Unis ait réussi à formuler ces derniers mois. Mais ensuite, Trump s'est contredit. Comment s'est-il contredit? Nous en avons parlé dans Dialogue Works. Dialogue Works a clairement montré que Trump avait renversé cette position, puis menacé de déployer le Tomahawk, tout le monde s'en souvient, et ensuite introduit la soi-disant sanction de l'âge de pierre, celle qui devait ramener la Russie à l'âge de pierre en bloquant toutes les ventes de pétrole russe à l'Inde, à la Chine, à la Turquie et à l'Europe. Alors, si ces éléments contredisaient les accords que Lavrov affirmait avoir été conclus à Anchorage, lorsque Peskov renforce ce point, ils disent la même chose. Alors, où en sommes-nous? N'est-ce pas là le fond de votre question? Où en sommes-nous maintenant après la réunion de Dubaï? Réponse. La Russie n'a pas obtenu ce que la réunion de Dubaï avait produit. Nous ne le savons pas encore, mais nous soupçonnons fortement que s'il y avait une délégation russe à Abu Dhabi lundi, elle comprenait au moins Kirill Dmitriev et probablement Vladimir Medinsky. Mais nous n'avons aucun moyen de confirmer si cela est vrai ou faux. Nous pourrions être en train de révéler une information, mais il n'y a aujourd'hui aucune confirmation dans la presse russe. Et même s'il y en avait une, la position du ministère des Affaires étrangères est que le Conseil de sécurité n'a pas approuvé de tels termes. Où en sommes-nous alors? Si la partie russe dit « Nous n'avons pas accepté de telles conditions parce qu'elles contredisent les accords d'Anchorage » et qu'elle le fait,
que dit la partie russe? La partie russe dit « Ne nous blâmez pas pour la poursuite de la guerre, car ces conditions ont été inventées comme écran de fumée pour camoufler la continuation de la guerre. Ce que veulent les Européens, ce que Zelensky veut pour sa propre survie, et ce que la plupart des Américains veulent, soit pour des profits privés, familiaux et personnels. C'est pourquoi Kushner et Vitkov étaient à la table, soit pour la poursuite de la guerre, sans les pertes qui ont amené le général George à la table, le général Donoghue à la table et le secrétaire à l'armée Driscoll à la table. John, je ne sais pas si tu as suivi cette histoire de corruption en Ukraine. On dit que Yermak en est au centre, et il semble que l'establishment aux États-Unis ne veuille pas le laisser tomber avec ces accusations. Comment vois-tu la situation avec l'administration Zelensky? Parce que cela pourrait jouer un rôle important pour les acculer, exercer une pression sur eux afin qu'ils acceptent le règlement, les points du plan concernant les limites militaires, les concessions territoriales. Eh bien, nous en avons parlé la dernière fois, et je dois répéter ma mise en garde. Pour parler de corruption, quelle qu'en soit l'ampleur, à Kiev, il faut disposer de meilleures sources que les miennes, des personnes qui y sont depuis bien plus longtemps que moi, pour expliquer l'étendue de la corruption, les montants d'argent en jeu, des milliards de dollars, pas seulement des millions, comme on avait autrefois accusé Timoshenko d'en avoir détourné. Cela concerne toutes les factions du gouvernement ukrainien depuis 2022, toutes sans exception. Entre 2014 et environ 2018, j'ai documenté la corruption de plusieurs milliards de dollars qui a suivi l'afflux d'argent du FMI, de la Banque mondiale, de l'Europe, du Canada et des États-Unis en Ukraine, via la Banque nationale d'Ukraine. Cet argent a ensuite été réparti entre les banquiers ukrainiens, Kolomoïski et Privatbank, Viktor Pinchuk et, si je ne me trompe pas, Credit Bank, et d'autres, à travers eux et leurs entreprises, sortant d'Ukraine pour finir dans leurs poches privées. Il s'agissait de montants se chiffrant en multiples milliards de dollars. Et cette corruption n'est pas en train d'être inversée. Dans cette corruption, tout le monde, y compris l'ancien président Petro Porochenko, le soi-disant président Zelensky, son principal collaborateur et adjoint Andrei Yermak, ainsi que tous les autres, sont impliqués et engagés. L'opération dirigée par les États-Unis visant à amener Zelensky à accepter un accord, à le pousser sans le destituer, a impliqué des millions de dollars de corruption dans le secteur énergétique ukrainien, par l'intermédiaire d'un individu nommé Timur Mindik, dont nous avons déjà parlé. Ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il existe une lutte de succession politique découlant des campagnes anticorruption. Il y a également une lutte de succession militaire autour de la question de savoir si le général Syrski doit être remplacé en tant que perdant de la série actuelle de batailles le long du front. Et s'il est écarté, qui le remplacera à l'état-major général? S'agira-t-il d'un état-major conçu pour survivre, pour mener la nouvelle guerre après l'adoption de la soi-disant pause ou des conditions de guerre courtes? En d'autres termes, les azovistes, les banderistes, les Beletsky, et il existe bien d'autres noms associés aux formations néo-nazies en Ukraine, prendront-ils le contrôle de l'état-major général? C'est là le problème de la succession militaire, dans lequel Boudanov, le chef du GUR, l'unité de renseignement militaire de l'état-major général, peut jouer un rôle d'une manière ou d'une autre. Ainsi, il existe deux problèmes de succession en Ukraine. Un problème de succession militaire et un problème de succession politique, tous deux visant à trouver un moyen de conserver le pouvoir et l'argent après l'armistice, appelons-le ainsi, après la capitulation,
après le cessez-le-feu, après le règlement. Appelez cela comme vous voulez. Il y a deux problèmes de succession en Ukraine. Les campagnes anticorruption, américaines, britanniques, européennes, visent toutes à trouver un moyen d'écarter une faction du contrôle politique ou militaire du pays, afin de poursuivre indéfiniment la guerre contre la Russie jusqu'à ce que, dans la mentalité d'Azov ou de l'extrême droite, les Russes cessent d'exister. Leur objectif est génocidaire et ils n'abandonneront jamais. Nous sommes donc confrontés à plusieurs problèmes de succession liés à la poursuite de la longue guerre, ainsi qu'à une lutte pour imposer les conditions de la guerre courte au profit de telle ou telle faction du côté ukrainien. Les luttes de factions font partie de la politique normale partout. Les campagnes anticorruption ont une valeur factionnelle dans la situation politique et militaire ukrainienne actuelle. Et c'est un niveau de détail trop fin pour que nous puissions l'aborder maintenant. Nous n'en avons pas le temps. Le point général, pour le répéter, est qu'il s'agit d'une lutte pour le pouvoir afin de poursuivre la longue guerre contre la Russie. C'est bien de cela qu'il s'agit. John, je sais que nous sommes quelque peu pessimistes quant à ce qui se passe avec le plan. Mais si nous pouvions aller au-delà de cela, adopter un point de vue un peu plus optimiste, supposons qu'ils parviennent à trouver une forme de règlement en Ukraine. Nous avons eu la Chine, Xi Jinping, appelant Donald Trump et soutenant tout effort susceptible de mettre fin au conflit en Ukraine. Penses-tu, compte tenu de ce qui s'est passé avec l'accord de Minsk II, que si quelque chose de nouveau réunit toutes les parties pour parvenir à un accord, elles auraient besoin de garants pour cet accord, pour le règlement? Le camp russe voulait des garants à Istanbul. Si je ne me trompe pas, il y a eu une dispute à ce sujet. La Chine aurait été l'un des garants proposés par la Russie, mais elle a été rejetée par l'autre camp. Je crois que la France et le Royaume-Uni ont été proposés comme garants, avec les États-Unis, par la partie ukrainienne. Ensuite, il y a eu une autre dispute, si je me souviens bien, du projet de traité d'avril 2022 concernant la Biélorussie, proposée comme garante par la Russie, ce qui n'a pas été accepté par les parties ukrainiennes, américaines ou britanniques. La Turquie a été proposée par le camp de l'OTAN, disons, mais cela n'a pas été accepté par la partie russe. C'était, disons, des nations garantes, dans une formule, si je me souviens bien, qui les chargeait de superviser la mise en œuvre de toutes les dispositions relatives au cessez-le-feu, les dispositions concernant le retrait des lignes fixes, le respect de ces lignes, l'application des zones démilitarisées, et ainsi de suite. Maintenant, si je comprends bien, il faudrait que je consulte mes documents, mais c'est très important que notre public le comprenne. Il faut examiner les documents, les petites lignes ici, pour vraiment obtenir la réponse à votre question. Les garanties de sécurité dans le plan en 28 points étaient essentiellement une opération américaine, pour laquelle les États-Unis devaient recevoir une compensation financière, et une formule qui, techniquement parlant, n'était pas mauvaise. Toute violation des dispositions de l'accord déclencherait, en vertu de la garantie de sécurité, deux choses. Premièrement, la reprise, un rétablissement immédiat des sanctions contre la Russie à titre de punition. Deuxièmement, cela supprimerait la structure de comité chargé de décider si une action constituait ou non une violation. C'était donc une formule beaucoup plus simple, plus facile à adopter et à approuver. Les États-Unis joueraient ce rôle. Ensuite, il y aurait des mesures destinées à bénéficier à la victime de toute violation. Si les Ukrainiens attaquaient la Russie, ou si le camp russe attaquait l'Ukraine, les États-Unis, en un sens, agiraient comme un arbitre unique et non comme un comité d'arbitres. Telles étaient les formules adoptées entre 2022 et la semaine dernière.
Mais rappelons-nous, et il est important de s'en souvenir, les petits caractères et les grandes lignes de l'accord du 17 décembre 2021 proposé par le ministère russe des Affaires étrangères. On ne peut pas avoir ces petits éléments sans un traité global, réciproque et de non-agression, dans lequel l'OTAN ferait marche arrière, dans lequel il y aurait un désarmement vérifiable des deux côtés, et dans lequel les Européens comme les Russes s'engageraient véritablement à s'abstenir de toute action pouvant représenter une menace mutuelle. Cela ne signifie pas un accord permettant à la Pologne de devenir la nouvelle base des forces aériennes dotées de capacités nucléaires, ce qui figure dans le plan en 28 points. Cette nouvelle disposition est totalement incompatible avec ce cadre. Alors, qu'est-ce que j'essaye de dire? Rassemblez tous les petits détails, lisez toutes les petites lignes et vous verrez qu'il existe différentes formules de garantie de sécurité. Ce que signifient les garanties de sécurité, c'est la confiance mutuelle dans la fin de la menace en Europe, n'est-ce pas? Le côté russe a proposé aux États-Unis un traité, rejeté sommairement par l'administration Biden, et nous étions déjà sur la pente inévitable. La route vers la guerre, qui a éclaté en février 2022. Sans un accord global sur les garanties de sécurité, établi dans le style des traités 2021, avec ses comités de garants de la sécurité, ou une formule faisant des États-Unis un garant avec des clauses de réversibilité, des dispositions de sanctions, des mesures en cas de violation. Rien de tout cela ne permet d'atteindre une sécurité globale. Ainsi, pour répondre à votre question, les garanties de sécurité doivent être globales. Elles doivent être réciproques. Elles doivent être mutuelles. Mais elles doivent aussi s'étendre au-delà du champ de bataille. Ne pas remplacer le champ de bataille ukrainien par la Pologne, ni la Pologne par la Finlande ou les États baltes, ni tous ces États du Nord par le Groenland ou le corridor arctique. Elles ne doivent pas déplacer la guerre, sous une forme séquentielle, comme nous l'avons déjà suggéré, de l'Europe vers l'Asie contre la Chine, ni transformer la plateforme de combat ukrainienne des États-Unis contre la Russie en une plateforme de combat pakistanaise contre l'Iran, contre l'Afghanistan et contre la Russie sur le front sud avec son allié l'Inde. Nous n'avons pas d'engagement sérieux de la part des États-Unis en faveur d'un niveau de sécurité mutuelle et globale tel que la Russie l'avait proposé en 2021. Tout cela, tous ces détails, ne sont qu'un écran de fumée et un camouflage. Pourquoi? Parce que la partie russe a prouvé qu'elle pouvait vaincre n'importe quelle arme, qu'elle soit offensive ou défensive, que le général George, le général Donoghue, l'US Air Force et les alliés de l'OTAN ont déployé en Ukraine. La partie russe les a vaincus, les vaincra, peut continuer à les vaincre et peut aller jusqu'à détruire l'autre camp, le camp adverse, le camp occidental, sur le champ de bataille ukrainien. Toutes ces mesures ne visent pas à offrir des garanties de sécurité, mais à fournir la base pour poursuivre la guerre. Ce sont donc de fausses garanties de sécurité. John, il semble que, dans l'esprit des responsables russes, quoi qu'il arrive en Ukraine, ils vont devoir faire face, tu sais, à la menace de l'OTAN pendant longtemps. Et ils ne... Eh bien, je ne sais pas si tu as vu l'ambassadeur d'Iran en Russie parler du fait que la Russie aurait proposé une sorte de pacte de défense entre des pays partageant les mêmes idées. Il y a une carte qui circule sur Internet et on peut voir les membres dont il parle. La partie vert foncé montre un nouveau pacte de défense. La Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Arménie. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Armenia. We have observers like Serbia. Nous avons des observateurs comme la Serbie, coopérant avec l'Iran, indiqué en bleu, et d'anciens membres en rouge, l'Ouzbékistan et l'Azerbaïdjan.
Comment voyez-vous la manière dont la Russie gère la question de l'OTAN? Parce qu'il ne semble pas que l'OTAN soit sur le point de disparaître. Elle se rapproche de la Russie. Et la situation en Ukraine devient plus complexe à chaque fois que nous en parlons. Quelle est la solution permanente du côté russe? S'agit-il d'une nouvelle forme de pacte de Varsovie, quelque chose qui pourrait faire face à l'OTAN sans s'impliquer directement dans une guerre, mais qui créerait tout de même une sorte de force de dissuasion? Vous avez utilisé le bon mot ici, dissuader l'OTAN. La carte est mal colorée. L'Arménie a changé et l'Azerbaïdjan s'est éloigné de sa relation avec la Russie pour se rapprocher des États-Unis et de l'OTAN. C'est évident, et nous avons déjà discuté du cas de l'Azerbaïdjan par le passé et dans des émissions précédentes de celui de l'Arménie. Nous n'avons tout simplement pas le temps de parcourir toute cette géographie. C'est une carte de vœux pieux, une carte très optimiste. La carte actuelle de l'Organisation de coopération de Shanghai, la carte actuelle formée par les accords de défense stratégique que la Russie entretient avec l'Iran, avec la RPDC, la République populaire démocratique de Corée, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Venezuela. Cela forme une géographie différente. Mais le point essentiel que vous soulevez est important. Dans quelle mesure ces pactes, ainsi que le partage du renseignement militaire et de la défense, fonctionnent-ils réellement? La mise en œuvre qui suit la signature des accords dissuade-t-elle une attaque américaine? Eh bien, je pense que nous avons des raisons de croire que oui, et votre dialogue y contribue, car il offre aux gens plus que de simples opinions. Les opinions de personnes comme nous, il y en a à l'appel. Ce qui a de la valeur, c'est l'analyse des preuves. Et les preuves montrent que l'activité du système de défense russo-iranien, bien au-delà de ce qui est écrit sur le papier, a dissuadé une nouvelle série d'attaques israélo-américaines. Dissuadé. Pourquoi? Parce que le niveau de dégâts et de défaites qui pourrait être infligé à l'agresseur, en l'occurrence le camp israélo-américain, s'il tentait à nouveau, serait bien plus coûteux que ce qu'il a déjà subi. Ils ne poursuivent pas. Cela ne signifie pas qu'ils arrêtent leur guerre. Cela veut dire qu'ils se tournent vers le Pakistan pour attaquer l'Iran depuis l'Est, dans la géographie iranienne, et ainsi de suite. Je crois, et nous l'avons déjà dit, que la relation du Venezuela avec la Russie a produit un certain degré de dissuasion, non seulement grâce à l'aide russe, qui est secrète, mais aussi grâce à la mobilisation du peuple vénézuélien. La combinaison dissuade la flotte américaine dans les Caraïbes, les marines et les autres forces d'intervention, ne mettant pas fin à la guerre contre le Venezuela, mais obligeant Trump à abandonner son histoire de couverture liée au fentanyl. Cela le pousse à recourir à des opérations secrètes pour un changement de régime, et ainsi de suite. Le niveau de dissuasion du côté du partenariat russe a augmenté, tandis que le niveau de retrait ou d'abandon des interventions militaires ouvertes pour un changement de régime s'est accru. C'est cela qui est dissuadé. Et ce à quoi nous faisons face maintenant, c'est une expérience ou un test majeur de la résilience du camp russe à maintenir sa capacité de dissuasion. Nous voyons également une divergence de point de vue au sein du camp russe sur ce qui peut être obtenu à court terme en matière d'avantages économiques. Rappelez-vous, nous l'avons déjà dit, nous l'avons dit sur Dances with Bears, afin que les gens puissent examiner les chiffres. La gouverneure de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina, protégée par le président lui-même, prévoit une croissance nulle cette année, une croissance du PIB égale à 0 et 2 années de récession en 2026 et 2027. 2 années de récession à venir. Pour que la Russie entre en récession, tout en tentant de mener cette guerre, cette combinaison est déstabilisante, profondément déstabilisante pour la Russie. Elle encourage les ennemis de la Russie.
elle les encourage à poursuivre la guerre, car ils estiment que le président Poutine, malgré sa popularité élevée et stable, peut perdre cette guerre au cours d'une récession de 2 ans. Et ensuite, nous nous dirigeons vers l'élection présidentielle russe et la course à la succession qui doit être achevée d'ici 2030. Ainsi, 2 années de récession représentent l'opportunité que la récession programmée par la Banque centrale offre aux alliés occidentaux pour poursuivre la guerre en vue de la démolition de la Russie. C'est un problème très sérieux et la Russie doit le résoudre sur le plan intérieur. Mais c'est une preuve, mes amis, et il faut en tenir compte, car les Européens estiment que cela leur donne confiance. Voici la carte interne de la Russie, et cela, combiné au partenariat que vous venez de mentionner, soulève une question importante. La Russie est-elle disposée, dans ces circonstances incertaines, pour les 2 prochaines années, à être considérée par ses alliés stratégiques comme un partenaire fiable pour dissuader dans leur défense leurs ennemis, tous dirigés par les États-Unis et l'OTAN? C'est une question importante, et c'est celle à laquelle DialogueWorks contribue à répondre, petit à petit, chaque semaine. Oui, John, l'autre question cruciale concerne les avoirs russes détenus par les Européens. Ils parlent d'utiliser ces avoirs si le conflit en Ukraine se poursuit. Et en cas de règlement, quel qu'il soit, ils évoquent l'idée de les employer pour la reconstruction de l'Ukraine. Mais y a-t-il déjà eu un précédent historique de ce genre? Le Royaume-Uni a-t-il payé pour la reconstruction de l'Allemagne? Israël va-t-il payer la Palestine pour la reconstruction de Gaza? Ils introduisent ici quelque chose de nouveau. C'est une guerre en Ukraine, une guerre par procuration entre l'Occident et la Russie. Alors, comment pourrait-on s'attendre à ce que la Russie paye pour la reconstruction de l'Ukraine? Eh bien, vous soulevez un point juste. Il est déraisonnable que l'agresseur, l'Ukraine, ayant été vaincu par la cible de son attaque, doive ensuite être reconstruit par cette même cible. Lorsque le président Roosevelt a rencontré le roi Abdelaziz d'Arabie Saoudite, il a suggéré que l'Arabie Saoudite pourrait accueillir des Palestiniens quittant la Palestine afin que celle-ci puisse être entièrement peuplée par des Juifs quittant l'Allemagne, chassés d'Allemagne, survivants de l'Holocauste. Abdelaziz a dit à FDR, « C'est unique dans l'histoire, Monsieur le Président. Suggérez-vous que les victimes de la guerre allemande qui ont survécu doivent payer pour les dégâts causés par l'Allemagne et aider celle-ci à se relever aux dépens des victimes. » Abdulaziz, par cette réponse, celle que vous venez de mentionner, l'a dite en face à FDR, à une époque où l'Arabie Saoudite était bien plus faible qu'aujourd'hui. Eh bien, nous savons quelle a été la politique poursuivie par les États-Unis. Et finalement, la politique de Trump correspond exactement à ce que FDR avait proposé. Le vidage de la Palestine, de toute sa population arabe, et la refonte de l'État en un État entièrement juif, s'étendant à la Syrie, au Liban, et ainsi de suite. Les victimes doivent-elles payer pour la victoire? Le vainqueur doit-il payer pour les dommages qu'il avait l'intention de leur infliger? Ce sont des questions morales, mais stratégiquement, la Russie y a déjà répondu avec les 2 objectifs de l'opération militaire spéciale, la démilitarisation de l'Ukraine. Il ne s'agit pas d'utiliser les ressources russes pour reconstruire l'Ukraine en une nouvelle plateforme de guerre. Cela contredirait et s'opposerait directement à cet objectif. L'exigence de dénazification signifie au minimum de nouvelles élections, la fin de la mobilisation et la fin du régime d'exception de Zelensky. Des élections dans les 100 jours suivant la signature du pacte font partie des dispositions du plan en 28 points. C'est là, c'est positif. Nous l'acceptons comme positif. La Russie peut l'accepter, mais sans dénazification, cette disposition électorale signifie le contraire de ce que la Russie a proposé.
Voilà la réponse. Nous pourrions continuer encore longtemps. Does that answer? We could go on and on. We can go through each of the 28 points. Nous pouvons passer en revue chacun des 28 points. Nous pourrions examiner les 19 points. Nous pourrions aussi considérer la version abrégée d'Abu Dhabi de ces points. Ils mènent tous à la même conclusion fondamentale que tu as toi-même formulée, Nima. Pour que la Russie accepte cela, ce serait une contradiction flagrante avec la légitime défense rendue nécessaire par l'avancée de l'OTAN vers l'Est. C'est fondamental. Mais il y a aussi la nécessité d'atteindre la paix, d'empêcher les tueries, le sacrifice inutile par les Européens et les Américains de vies ukrainiennes et russes. C'est aussi un principe humain fondamental. La politique de la guerre de l'information exige que la Russie ne soit pas tenue pour responsable de l'absurdité des discours qui parlent de paix, mais ne sont en réalité qu'un écran de fumée pour la guerre. Nous avons donc une dimension de guerre de propagande dans cette affaire. Et nous essayons d'y faire face en donnant à notre public suffisamment de faits, suffisamment de détails pour que vous, chez vous, puissiez décider par vous-même si vous êtes d'accord avec moi, avec Nima ou avec nos autres collègues sur le fait que ce qui est proposé n'est qu'un écran de fumée destiné à dissimuler la retraite et la défaite des États-Unis et de leurs alliés, et à leur permettre de poursuivre cette guerre, de la prolonger en une guerre contre la Chine, de trouver de nouvelles façons d'attaquer l'Iran depuis l'Est, depuis le Pakistan, de nouvelles façons d'attaquer et d'affaiblir l'Inde, et ainsi de suite, jusqu'aux côtes du Venezuela. Nous espérons qu'en examinant les détails et en écoutant notre version des preuves, en consultant les versions écrites, la documentation de Dance with Bears et le travail de nos collègues qui produisent les preuves, vous pourrez décider par vous-même. Exagérons-nous ou reflétons-nous la réalité? Selon les critères d'un tribunal, qui est coupable du meurtre ici? Qui est coupable du crime? Qui a eu l'intention du crime? Qui a utilisé l'arme? Qui a tiré les coups de feu? Qui a provoqué les morts criminelles? Dans ce cas, j'espère que nous avons clairement montré que les réunions d'Abu Dhabi et de Genève étaient des alibis, de faux alibis, destinés à couvrir les crimes que l'armée russe a vaincus et continuera de vaincre jusqu'à la fin nécessaire. Oui, merci John. C'est toujours un grand plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima. À la semaine prochaine, je pense que je pourrai regarder plus directement la caméra et trouver les documents plus facilement que nous ne l'avons fait aujourd'hui pendant mon voyage. Merci beaucoup, Nima. Merci John. À bientôt.